Fidèles téléspectateurs de la RTCE, bonsoir et bienvenue à votre émission DH à la portée de tous, tout le droit de l'homme à votre portée. Une émission de l'Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux, en sigle AIDEF. Cette émission qui vous renseigne spécifiquement sur le droit qui sont le vôtre. Alors, chers téléspectateurs, nous avons reçu pour vous notre invité de tout le temps. Il est toujours là avec nous, il répond toujours présent lorsque nous lui demandons de venir dans notre émission. Alors, il s'agit de Maître Henri Wemboloa. Maître Henri, il est président de l'AUDF. Alors, avec Maître Henri, nous allons parler sur les observations finales du comité contre la torture. Bonsoir, Maître Henri, et bienvenue. Merci, bonsoir Madame Maître Jaël. Bonsoir Maître Henri. Alors Maître Henri, nous allons parler sur les observations finales du comité contre la torture. Mais seulement avant que nous puissions entrer dans les vues du sujet, nous allons d'abord toucher les questions liées à l'actualité. Étant donné que vous êtes le président de l'AIDF, pouvez-vous nous parler de l'actualité concernant la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo? Merci pour votre question. On ne va pas entrer dans beaucoup de détails, mais il y a quelques faits marquants, quelques événements importants à souligner ici. C'est notamment la présence, l'arrivée du procureur de la Cour pénale internationale en République démocratique du Congo. Donc la RDC a reçu M. Karim Khan en République démocratique du Congo. Il a été à Goma, il a été à Kinshasa, et avec un message fort, c'est que les institutions internationales, l'ONU, la Cour pénale internationale et toutes les autres institutions sont en train de suivre de plus près la situation de la République démocratique du Congo. Et il a promis de faire quelque chose d'important, d'engager de véritables poursuites contre les auteurs des crimes de guerre en République démocratique du Congo. C'est vrai, à un certain moment, les Congolais se sont sentis abandonnés. Mais au moins, nous comprenons qu'avec la diplomatie agissante, nous sentons que les choses bougent de part et d'autre. C'est le procureur de la CPI qui est venu et qui rappelle tout le monde qu'il y a la Cour pénale internationale qui est là pour poursuivre les auteurs des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide, crimes d'agression. Et on pense vraiment que ce sont des promesses qui sont fermes. Et nous pensons aussi que la Cour pénale internationale étant complémentaire, notre justice congolaise devra emboîter le pas. Et donc, encourager cette CPI par des actions concrètes. Dès l'instant que cette compétence de poursuivre les crimes internationaux, que nous appelons aussi les crimes graves, est reconnue aux juridictions militaires par le passé, mais aujourd'hui, c'est reconnu aussi aux juridictions de droit commun. Il faut vraiment des formations pour les magistrats civils, pour qu'ils puissent s'imprégner, pour qu'ils puissent aussi s'adonner à cela, parce que nous avons eu des lois, la loi de 2015, la loi de 2017, de ces lois qui modifient notre système pénal, procédure pénale, civile, militaire, droit pénal militaire, droit pénal, donc le code pénal, livre 2, donc avec des grandes modifications, il y a moyen de faire une lutte vraiment contre les auteurs des crimes graves. Avec votre excuse, j'ai pris du temps, mais il y a aussi un autre élément important qu'on peut souligner ici, notamment la commémoration de l'assassinat de Floribert Chebeya et Fidel Bazana. Nous saluons toute la communauté des défenseurs des droits de l'homme, y compris Voix des sans-voix avec qui on collabore bien. Vraiment, ceci nous rappelle les moments importants de la torture. Nous saluons la justice militaire qui a eu à sanctionner les auteurs de ce double assassinat. Et on espère que les vérités continueront à être découvertes et il y aura toujours possibilité de faire beaucoup d'autres choses. Mais avec cette situation de commémoration, on doit rappeler que
Le mois de juin, sur le plan international, c'est un mois qui est dédié à la lutte contre la torture. La lutte contre la torture, le mois de juin. Ceux qui ont suivi, ceux qui en ont l'habitude, le pape a présenté une vidéo où il parle de la torture qui est interdite partout dans le monde et dans toutes les circonstances. Même s'il n'y a pas de loi, la torture, là, elle est interdite partout. Malheureusement, c'est encore une pratique qui est récurrente, ça et là. Et donc, ce mois, c'est le mois de soutien aux victimes de la torture. Le ministère des Droits humains, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, les ONG et tous les citoyens, les citoyennes, les artistes et tout le monde, vraiment, nous pensons qu'on va véritablement célébrer une journée ou un mois de soutien aux victimes de la torture et que la torture va diminuer dans nos milieux. Sans oublier que ce mois ici coïncide bien avec la commémoration aussi des 75 ans de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme. 75 ans, ce n'est pas peu de choses. Que le monde a adopté ce texte sur la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les droits de l'homme ont un rôle très important dans toute société démocratique, dans un état de droit, en République démocratique du Congo. Merci, madame. Il y a beaucoup de cas de violation des droits de l'homme. Nous n'allons pas entrer dans tous ces détails. Vraiment, peut-être cher on pourra maître, nous comprenons, il y a vraiment beaucoup de cas de violation des droits de l'homme. Alors, nous aussi, nous ne cesserons jamais d'en parler. Tant qu'il n'y aura pas encore cette société-là respectueuse des droits de l'homme, nous continuerons toujours à en parler. Alors, chers téléspectateurs, avec notre invité, nous allons rapidement entrer dans les vifs du sujet. Rappelons, nous allons parler des observations finales du comité contre la torture. On l'a entendu avec Maître Henri. Ce mois est dédié au soutien aux victimes de violences contre la torture et surtout c'est célébré le 26 juin. Le 26 juin de cette année, nous allons célébrer cette journée-là. Alors, sans plus tarder, Maître Henri, qu'est-ce qu'on peut savoir du comité contre la torture ainsi que ses recommandations faites pour la République démocratique du Congo? Oui, en peu de mots, le comité contre la torture des Nations Unies, c'est un organe qui a été créé pour faire le suivi de l'application de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants. Donc, on a la Convention qui interdit de manière stricte la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants. On a aussi préféré qu'il y ait un organe, cet organe qui est créé par le protocole facultatif à la Convention contre la torture. Et il y a des experts dans cet organe qui, à travers le monde, font le suivi de l'application de la Convention contre la torture. C'est ça l'organe. Cet organe reçoit des rapports de manière périodique pour chaque État, pour faire voir les efforts fournis dans le cadre, n'est-ce pas, de l'application de cette convention. Et les experts formulent des recommandations au pays pour dire par rapport à telle situation, vous prenez des lois, des conventions, ratifiez telle convention qui ont un impact sur la lutte contre la torture, prenez telle disposition législative pour que le pays s'aligne, n'est-ce pas, aux recommandations ou au contenu qui est prévu par la Convention. Donc, le comité est là pour faire le suivi, pour aider aussi les États à faire appliquer la Convention. Mais il y a aussi un élément important, c'est des plaintes. Malheureusement, notre pays n'a pas encore accepté que les privés, que les personnes puissent saisir le comité lorsqu'ils sont victimes de la torture. C'est aussi un plaidoyer pour les organisations de la société civile de tous les jours pour démontrer à la face du monde qu'on est prêt à lutter contre la torture.
on peut aussi dire non, on accepte désormais que le Congolais qui est victime de la torture, il peut aussi saisir ce comité. Merci beaucoup, Maître Henri. C'est une plaidoyer que les particuliers, le privé, qui subissent la torture, de saisir aussi ces comités. Alors, Maître, on a suivi que ces comités auraient dit, je donne à chaque pays ce que nous appelons des recommandations. Finalement, ces recommandations servent à quoi? Tout en sachant que ces recommandations n'ont pas un caractère contraignant. Pouvez-vous dire à nos téléspectateurs si ces recommandations servent réellement à quoi? Oui, ça c'est une question importante. Le comité reçoit le rapport périodique de l'État ou des États. Il va faire formuler des recommandations aux pays concernés, ce qu'on appelle des observations finales. Et quand il y a ces observations finales, y compris des recommandations, on va donner les points positifs pour l'État et des préoccupations qui sont relevées, ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, et on demande à l'État de prendre certaines mesures. Donc, avec ça, ces recommandations, c'est pour aider le pays à appliquer la Convention. C'est vrai qu'on va dire que c'est du droit mou, ce n'est pas contraignant, ce n'est pas... Mais en réalité, ce sont des recommandations qui ramènent à l'application de la Convention. Si nous acceptons que la Convention a un caractère contraignant, mais il faudrait aussi accepter que les différentes recommandations qui veulent que les pays puissent respecter à la lettre la Convention soient aussi acceptées. Bien sûr qu'en droit international, c'est l'exécution de bonne foi de l'État. Et à ce stade, point n'est besoin de se perdre à chercher à savoir c'est une convention, c'est une recommandation qui est contraignante ou pas. Mais parce que c'est le pays qui a accepté la convention et on aide le pays à respecter et à mettre en œuvre et à concrétiser, à réaliser les droits qui sont contenus dans cette convention. Merci beaucoup, Maître Henri. On a compris que ces recommandations, bien que n'ayant pas une valeur contraignante, mais les États qui ont accepté cette convention de bonne foi, partant du principe de Pacta Sunt Servanda, c'est-à-dire de bonne foi, ils ont accepté toutes ces recommandations pour le mettre en pratique. Ils doivent le respecter. Alors, parlons de la République démocratique du Congo, parce que c'est de notre pays qu'il s'agit. Est-ce que notre pays arrive à respecter ou à exécuter toutes les recommandations faites par le comité? Nous allons dire que oui. Oui, il y a des recommandations qui sont appliquées, qui sont respectées, et cela se fait aussi de manière progressive. Mais il y a aussi d'autres recommandations qui souffrent d'application. Je vais vous montrer cela par quelques cas bien précis. Prenons le cas de la définition et incrimination de la torture. Le comité a recommandé à la République démocratique du Congo à adopter une loi de modification de notre loi de 2011. La RDC a évolué parce que nous avons déjà une loi où on définit la torture de la même manière que dans la Convention. Ça, on a dit, coup de chapeau pour le pays. Mais cette loi-là n'a pas dit que la torture est interdite dans toutes les circonstances. Mais au moins, notre pays est dédouané sur cette question parce que lorsque vous prenez la constitution de notre pays, avec ces mêmes recommandations, la constitution avait déjà précédé les choses et il est écrit dans la constitution, à l'article 61.5, je crois, donc les cas des droits et les principes fondamentaux indérogeables. Donc parmi les droits qu'on ne peut pas suspendre ou modifier ou interdire, même s'il y a état de guerre ou état de siège, il y a l'interdiction de la torture. Donc quelque part là, vous comprenez que c'est déjà une évolution et si jamais on doit modifier, et c'est aussi le souhait, lorsqu'on aura à modifier la loi criminalisant la torture, il faudra aussi prendre cette disposition qui est dans la Constitution et la mettre aussi dans la loi. Ça, c'est un élément important, par exemple. Mais
La question, par exemple, de l'interdiction de détention au secret. Vous avez suivi même le chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, qui l'a dit aux Nations Unies, au Conseil des droits de l'homme, que nous avons fermé tous les cachots qui, jadis, n'avaient pas de contrôle de l'autorité judiciaire. Ça, c'est positif, c'est bon. C'est vrai que dans une certaine mesure, chez nous, ici, il y a même quelques individus qui se permettent aussi beaucoup de choses. Hein. Comme vous le savez, devant la haute cour militaire, il y a un général qui comparait et qui a ouvert un cachot chez lui à la maison. Donc, oui, on a appris ça. C'est dans l'actualité. C'est un procès qui continue. Mais, au fait, tout lieu de détention doit être ouvert. Ce sont des lieux qui sont officiels. Et c'est ce qui est recommandé. Et c'est la voie sur laquelle le président amène le pays, qu'on n'ait pas des lieux de détention secrets. Non. Nous prenons le cas de la Commission nationale des droits de l'homme. La Commission nationale des droits de l'homme, c'est une institution d'appui à la démocratie. Et elle a fait aussi objet d'une recommandation du Comité contre la torture. Quelle est cette recommandation? On dit augmenter le budget. Augmenter le budget et augmenter et recruter aussi un personnel à travers tout le pays. Mais là, vous comprenez qu'on se pose devant un problème sérieux aujourd'hui par rapport à la Commission nationale des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Et toutes les institutions de la République devraient sauvegarder cette institution d'appui à la démocratie qui a un statut A sur le plan international. Et donc, il faudrait amener cette institution à avoir, n'est-ce pas, des représentations sur toute l'étendue de la République et lui donner les moyens nécessaires, tels que recommandés et recherchés par les nouvelles actualités de la CNDH. Donc, il y a des recommandations qui sont exécutées et appliquées, et il y en a d'autres qui souffrent d'application. Nous prenons le cas de la compétence des tribunaux militaires. Il faut qu'on le sache. Pour le comité contre la torture, la compétence pour juger les civils, ce sont les juridictions des droits communs. Ce sont les juges civils qui sont les mieux placés pour juger les civils. Ce sont aussi les juges civils qui sont le mieux placés pour juger les cas de crimes graves. Voilà pourquoi, sur cette question, on a évolué par rapport à la loi. Parce que quand on parle de l'évolution des droits de l'homme, donc c'est quelque chose de... C'est global. Il y a des lois, il y a des pratiques, il y a des financements, des budgets qu'on sort. Donc, c'est tous ces éléments-là qui sont importants. Ici, pour la justice militaire, par exemple, vous trouverez qu'il y a des réformes. Il y a une loi qui a été prise en 2015. Donc, 3 lois en 2015 qui adaptent notre législation par rapport à la Cour pénale internationale avec son statut de Rome. Il y a une loi qui a été prise en 2017 qui donne ce pouvoir aux juridictions de droit commun de se déclarer compétents lorsqu'ils ont des cas de corréité ou de complicité, c'est-à-dire une infraction commise en même temps par des civils et par des militaires. Donc, la loi a voulu que les juridictions de droit commun se saisissent des cas, donc les juges civils. Donc, ce sont des réformes qui existent déjà, mais malheureusement qui ne sont pas encore mieux vulgarisées, parce que vous trouvez beaucoup de personnes, des personnes chargées de l'application des lois, qui ne sont pas au courant de toutes ces lois-là, de réformes-là. Et la formation aussi est importante. Aujourd'hui, les juges militaires sont aguerris, les magistrats militaires sont aguerris par rapport à toutes ces questions, avec tout le courage de militaires et pour les infractions comme des crimes contre des guerres et consorts. Donc, ils font du bon travail. Mais la loi a aussi prévu la possibilité que, devant la justice militaire,
on puisse faire aussi appel aux juges militaires. Donc, devant la justice civile, on appelle le militaire pour siéger avec les magistrats civils. Devant les magistrats militaires, on puisse appeler aussi un juge militaire un juge civil qui va siéger avec les juges militaires. Donc, tout ça, ce sont des bons éléments. Donc, il y a des points où l'on évolue à pas de tortue, où ça n'évolue pas du tout. Je vais vous donner le cas d'une évolution à pas de tortue. Mécanisme national de prévention de la torture. Ça, c'est un problème. À un certain moment, on a créé un mécanisme national de prévention des tortures au sein du ministère des Droits humains. Mais au regard des normes, on a dit non, pour qu'un mécanisme soit indépendant, il faut respecter les principes de Paris, qui veulent quoi? Qu'il y ait une loi qui crée ce mécanisme, pour donner un peu plus d'indépendance à ces personnes du mécanisme national de prévention de la torture, qui seront chargées de visiter tous les lieux de détention. Tous les lieux de détention sont visités par le mécanisme. Et il fait des rapports, il fait des recommandations, il intervient, il demande. Mais à un certain moment, c'était au niveau du ministère des Droits humains. On a dit que non, il n'était pas conforme. Et après, c'est au niveau de la Commission nationale des droits de l'homme. Là encore, on se dit, bon, il y a une légitimité à la CNDH, mais au fond, au finish, comme il n'y a pas de loi, on se dit, non, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire mieux? Et là, nous pouvons saluer ici des initiatives du gouvernement qui veulent aller dans le sens d'adopter une loi pour avoir un mécanisme national de prévention de la torture qui soit conforme aux standards internationaux. Merci beaucoup, Maître Henri. Nous allons toujours rester sur la mise en œuvre de recommandations. J'aimerais bien que vous puissiez mettre un point de vue par rapport à ce qui s'est passé avec les manifestations pacifiques qu'on a eues dernièrement. Parce que dans les recommandations données du comité, on a parlé aussi des violations politiques, arrestations et détentions arbitraires et usage excessif de la force. Donc, ils ont interdit cela parmi les recommandations. Pouvez-vous émettre un point de vue sur tout ce que l'on a vécu en tant que défenseur des droits de l'homme, tout ce que l'on a vécu? Pouvez-vous émettre un point de vue par rapport à ça? Oui, c'est un point qui est, n'est-ce pas, dans les recommandations et les observations finales du comité contre la torture. On parle de violences politiques, arrestations et détentions arbitraires et usage excessif de la force. Usage excessif de la force. Mais chaque fois que la police intervient dans le cadre de manifestations, il doit mesurer sa force avec la force de la population, qui n'a pas les armes. On parle des armes blanches, mais qu'on peut facilement maîtriser. Et donc là, ça a été un problème sérieux et nous pensons que notre pays, le gouvernement, a tout intérêt aujourd'hui à faire évoluer les choses dans ce sens que nous avons déjà obtenu avec la législature passée, le Parlement passé, une loi sur la liberté de manifester. Mais cette loi a prévu tous ces éléments nécessaires. Comment ça doit se passer, les manifestations? On est parti du régime d'autorisation au régime d'information. Et qui dit aussi information voit maintenant dans quel contexte, dans quelles circonstances on doit gérer ces manifestations pour éviter des désordres. Et là, ce sont des problèmes politiques. C'est pourquoi, dans cette recommandation du comité contre la torture, on dit qu'il faudra aussi respecter les droits des opposants politiques, respecter aussi les droits des défenseurs des droits de l'homme. Et là, comme actualité, vous êtes en train de travailler sur la loi de protection des défenseurs des droits de l'homme. Donc, c'est au Sénat qu'on attend cette loi maintenant. Comme ça, la RDC se dote et se donne une bonne image de promotion et de protection des droits de l'homme. Et s'agissant encore, là, je vais insister sur des questions des manifestations. C'est vraiment important parce que, de manière générale, quand il y a des élections, il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des tensions. Et pour éviter et pour mieux gérer les choses, il faut bien communiquer. Bien communiquer et aussi prendre des dispositions utiles. Aujourd'hui, on a beaucoup déploré le comportement de la police appelée Oudjana, qui serait
formés, je ne sais pas moi, comme des commandos. Mais nous disons ici que nous recommandons qu'on ne puisse pas utiliser ces éléments de Oudjana dans n'importe quelle petite manifestation quelconque. Parce qu'à un moment, on a appris, oh non, peut-être qu'on a donné même aux policiers de l'argent pour qu'ils puissent créer des incidents et faire donc, du sabotage au gouvernement. Donc là, ce sont des éléments importants. Nous sommes dans un cadre, dans un contexte préélectoral et on peut aussi prendre des dispositions utiles pour que les choses se passent de bonne manière. Voilà pourquoi on peut aussi recommander à ceux qui sont dans l'opposition. Aujourd'hui, vous êtes dans l'opposition, demain, vous êtes au pouvoir. Quel comportement voudrez-vous? Mais que l'opposant politique, que l'homme du pouvoir, qui a le pouvoir, qui exerce le pouvoir, que tous mettent les droits de l'homme au centre. C'est ça qui est recommandé et qui est recommandable. Tous opposants ou étant de la majorité, donc nous devons tous mettre le droit de l'homme au centre. Maître Henri, vous comprenez que nous tenons déjà, ou nous sommes déjà presque à la fin de notre émission. Avez-vous un mot de la fin à dire avant de clôturer cette émission? Maître Jaël Manzambi, merci beaucoup pour votre émission et les questions que vous avez posées. Le Comité contre la torture des Nations Unies, c'est un organe très important de surveillance de la situation. Et aujourd'hui, à travers le monde, on réfléchit sur la lutte contre la torture et les autres traitements inhumains, dégradants et consorts. Je crois que nous avons tout intérêt à lutter contre la torture, comme le cas dans les lieux de détention. Nous menons aujourd'hui une campagne donc de plaidoyer pour que l'on crée des comités nationaux et provinciaux de suivi permanent de la situation de détention préventive. Parce qu'on est débordé par la surpopulation carcérale. La conséquence, c'est quoi? C'est la privation, n'est-ce pas, de cette dignité à la personne humaine parce que les gens se retrouvent étouffés. Là où il fallait 1500, on y retrouve 11 000, c'est déjà un problème. Le gouvernement qui a déjà prévu un peu de moyens pour 7 000 et qui se retrouve désormais avec 10 000, 11 000, on ne saura pas encore bien nourrir. Donc ça fait encore des critiques. Oui, les délinquants sont là, ils doivent être encadrés, ils doivent être dans tel milieu, mais aussi, on doit respecter leurs droits dans ces milieux parce que ce sont des personnes humaines. Tout ça, ça fait partie, ce sont des éléments de la torture et autres peines, traitements cruels, inhumains et dégradants. Faut-il aussi que notre pays puisse penser à la question de l'abolition de la peine de mort. Nous saluons ici le président Félix Tshisekedi qui a déjà manifesté cet intérêt et qui en parle et on lui fait confiance. Et il y a lieu que nous puissions continuer à espérer pour l'abolition de la peine de mort et tous les efforts pour lutter contre la torture avec ces observations finales du comité contre la torture. Merci beaucoup, Maître Henri. Nous espérons et nous continuons à lutter. Chers téléspectateurs, vous comprenez avec nous que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous vous remercions d'avoir été nombreux à le suivre devant votre télé. Rappelons, c'est 2H à la portée de tous, tout le droit de l'homme à votre portée. Une émission de l'AIDEF diffusée à la RTCI chaque vendredi à 19h et chaque mardi à 16h. Alors, nous ne pouvons pas quitter ces plateaux sans pour autant remercier notre invité. Merci beaucoup, Maître Henri, d'avoir répondu présent à cette invitation. Et aussi, nous allons remercier M. Roger Chita qui nous a accompagnés à la réalisation. Alors, chers téléspectateurs, l'on se retrouve très prochainement.